Je vais sortir d'Italki. Oui. Got it. C'est quoi ça? Bon, got it. Maintenant, je ferme Italki parce qu'il est en train d'occuper ma caméra et je vais sur Zoom. J'active la caméra ici. Très bien. C'est bon. Tu me vois bien? Tu m'écoutes bien? C'est Oui, mieux? parfait. Donc, j'espère qu'on ne va pas avoir de problème de connexion parce que on a commencé un petit orage. On a un petit orage électrique qui a commencé. OK. Donc, j'espère que ça ne va pas provoquer de problèmes. Oui, Mais, j'espère aussi. Mais oui, pour le moment, ça semble très bien. ok, d'accord. Donc, est-ce que tu as un sujet particulier? Euh, non, pas vraiment. Euh, ouais, peut-être c'est une bonne idée de partager, non, de partager avec toi oui, mon but dans le français. Euh, Oui. euh, une autre question. Parlez-vous anglais? Malheureusement, mon anglais n'est pas très bon. Je suis au niveau entre B1 et B2. OK. Ouais, c'est bon, c'est un vrai défi pour moi. Ok. Donc, euh, tu veux commencer avec une petite présentation ou quelque chose dans le genre? Oui, oui, pardon. Oui, je suis Elijah. Oui. Je suis né en Allemagne. Euh, oui, allemand, c'est mon langue maternelle. Mais mon père, il est anglais. Maintenant, j'habite dans le Pays de Galles depuis 2 ans, 2 ans et Oui. 4 mois. J'aime bien la langue. Oui. Euh, c'est ça est la raison pourquoi je suis en train d'apprendre le français. Je suis en train d'apprendre le français. Je suis en train d'apprendre le français. C'est exact. Et Ok. combien de langues tu parles jusqu'à présent? Oui, je parle allemand et anglais comme langue maternelle. Aussi, je parle couramment le néerlandais et le gallois. Ok, d'accord. Ce ne sont pas de langues très connues, celles-là. Non, Elles pas ne sont pas vraiment. très répandues. Mais bon. Et quelle va être la suivante langue que tu vas apprendre? La suivante? Oui, c'est- la prochaine langue, la suivante. Oui, après le français. Oui. Oui. Les Russes et le gaélique d'Écossien. Euh, Et la deuxième, c'est laquelle? le gaélique d'Écosse. D'Écosse. En Écosse, le... Ah, quelle était la langue déjà? Ce n'est pas le gallois. C'est le... Fais voir une seconde. Comment est-ce qu'elle s'appelait celle-là en français? Euh, On va dire Scottish Gaelic dans l'anglais. Fais voir une seconde. C'était gaélique. Ah ben oui, c'est bien ça. Gaélique, ok. Oui. Oui, Donc ouais, le gaélique. je toujours en train d'apprendre cette langue, mais je parle pas. J'ai un niveau de A1 peut-être. Et quelle est la principale caractéristique du gaélique? Par Le, exemple, tu as, je sais pas moi, l'allemand, une caractéristique de l'allemand, c'est qu'il travaille avec les déclinaisons. Tu as une caractéristique du français, ce serait que ce n'est pas, au niveau de la grammaire, c'est assez compliqué. Il a beaucoup de règles grammaticales. Euh, je pense que ce gaélique, c'est un peu plus facile, mais oui, aussi, je parle toujours gallois et c'est la même famille, c'est la langue celtique. Alors, c'est le rendre un peu plus facile pour moi. Mais je pense que ce gaélique, c'est pas aussi compliqué comme la langue comme le français, par exemple. oui. D'accord. Donc c'est une. Ah, d'accord. En fait, c'est une langue. Bon, je vais dire une langue nordique. Elle doit suivre un peu les mêmes règles grammaticales que l'anglais, je suppose. Non, c'est une autre famille. C'est une langue celtique. C'est Celtique.
Celtique, ok. Euh, oui. Euh, ouais, c'est un peu difficile d'expliquer. Parfois, ce verbe, ce verbe, Oui, c'est à la commence d'une au début sentence? de Non. de la phrase. De la phrase, oui, bien sûr. Oui, Euh, euh, oui, on dit, par exemple, c'est difficile de traduire, mais il a commencé avec le verbe, parfois. oui. C'est un peu. Ça doit faire bizarre. Yeah, oui, c'est pas normal dans les autres langues. Oui, c'est comme dire, je ne sais pas, faire, je vais le marché. Je vais Oui, faire le oui, marché, c'est je un vais faire bon les exemple. courses. Ça fait un peu curieux comme système. Ça me rappelle, est-ce que tu as lu Astérix et Obélix? Oui, mais pas dans le français. Il y a une partie, je suppose que ça doit être similaire dans d'autres langues, quand ils sont en... Bon, c'est en Angleterre, mais quel est le nom qu'ils lui donnent? Je ne me souviens plus le nom qu'ils donnent à Angleterre dans Astérix et Obélix, mais Simplement, il y avait justement il y avait des modifications comme ça, avec le verbe au début, c'était un peu curieux. Aussi avec dans quel autre il y avait ces changements quand ils étaient avec les Vikings, Astérix et Obélix avec les Vikings, il y avait un peu aussi ce changement. Je me souviens plus très bien la vérité. Mais ah, bon, c'était drôle à lire. oui. Et aussi, Astérix et Obélix, c'est été traduit dans combien dans oh, comment dire, dans de langues, centaines de langues. Euh, C'est une bonne question. oui, mais J'en ai non, aucune idée. c'est pas, je demande pas combien de langues. C'est je dis, dans une centaine de langues ou 200 de langues. Ah, dans combien de traductions il a? Il y a many, comment dire many? Il y a Beaucoup. beaucoup. Yeah. Il y a beaucoup de traductions. Et aussi une traduction de gaélique d'Écosse. Sérieux? Oui. Ah ouais, ça fait un peu curieux comme. Hmm. Je Mais crois je ne peux que pas dire. si je ne me trompe pas, ils avaient aussi fait une traduction au quechua. Le Ouais, quechua, c'est la langue native ici. À un moment, j'ai vu ça. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Astérix et Obélix en quechua. J'étais, oh non! Bon, oh non! Le quechua est une langue qui est très belle en soi, qui est très belle, mais quand tu la parles, les personnes qui parlent le quechua utilisent un ton de voix plus aigu. D'accord? Donc, c'est plus aigu, c'est plus. Par exemple, quand tu parles anglais, tu utilises un ton de voix un peu plus grave. Mhm, Tu dis Hello, my name is. Donc, tu sens que la voix vibre un peu plus, elle est plus grave. mhm. Euh, dans le français, c'est un peu plus aigu, l'espagnol est un peu plus grave. Voilà. Et le quechua utilise un ton de voix qui est très aigu. C'est un peu comme les Asiatiques. Quand tu écoutes les Asiatiques parler, souvent, il y a des tons de voix assez aigus. Mhm. Et le quechua a le même ton de voix, même plus aigu que ça. Donc, quand j'ai écouté Astérix et Obélix qui parlait en quechua, j'ai écouté ça aussi comme ça dans une vidéo. J'ai dit, c'est pas possible. Oui. C'est- Ah, c'est aussi une version d'une film. Non, 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 non. C'était une traduction d'Astérix et Obélix au quechua. Ce n'est pas... bon, il y a Astérix et Obélix dans les Amériques, par exemple, avec les glouglous, avec les Indiens d'Amérique, avec... voilà. Mais ils avaient fait une traduction complète de toutes les BD d'Astérix au quechua. Et ça m'a surpris quand j'ai vu ça.
Oui, J'étais très surpris. oui, c'est bon. C'est bon pour la langue. Tu avais une traduction de Asterix et Obélix. Oui, par contre, c'est assez compliqué. Le quechua, en fait, manque de vocabulaire international. Mhm. Il y a beaucoup de mots qui n'existent pas, donc ils font une espèce de traduction de ces mots, mais qui n'est pas tout à fait correcte. Bon, c'est très particulier. Et souvent, les personnes qui parlent quechua n'ont pas vraiment une notion de ces mots-là en quechua. Mhm. Donc, ça n'a pas été très répandu à cause de ça. C'est, Ouais, oui. je comprends. C'est aussi le cas parfois avec de langues celtiques, par exemple, le gaélique de écossais, Mhm. parce que c'est très spécifique. Le gens parlent, c'est dans l'île écossais, mais oui, il n'avait pas de mots un peu plus internationaux, comme tu dirais. Oui, des mots internationaux, des mots, bon, des mots qui font référence à la technologie, à différentes choses comme ça complique énormément. Hmm. Et des mots qui ont à voir avec d'autres contextes. Parce que je suppose que le gaélique, tu l'utilises seulement dans une ambiance famille, dans une ambiance, voilà, ma famille est dans le village, je parle gaélique dans ce village Hmm. avec ma famille. Donc, tu ne parles pas travail, tu ne parles pas affaires, tu ne parles pas économie, administration, comptabilité, Oui, droit. je vois. Donc, c'est un vocabulaire qui est un peu plus basique. Hmm. Dans le quechua, il y a le même phénomène. Oui. Ah, je sais pas, est-ce que c'est la même chose dans le quechua, mais dans l'exemple de Gallic, tout le monde qui parle Gallic parle aussi anglais. Parce que, alors, si il y a un mot que tu sais pas dans le Gallic, tu dis simplement dans l'anglais et tout le monde comprend. Et je sais pas, est-ce que c'est la même chose pour le quechua? Ça dépend de la taille du village. Bon, souvent, le quechua change un tout petit peu en fonction du village, du secteur, de la région. Ça change un tout petit peu, c'est presque rien, mais voilà. Mais si le village est relativement grand et il a un peu de commerce avec les autres villages, les gens parlent aussi espagnol. Mhm, Donc, tu peux remplacer les mots avec des mots espagnols. Mais si le village est très éloigné, il n'a pas vraiment de commerce et pas beaucoup de contacts, il parle uniquement quechua. mhm. Donc là, ça complique. Et Oui. ce qui m'a plu, par contre, le quechua commence à devenir de plus en plus complet dans ces villages parce que le gouvernement péruvien a comment je pourrais dire ça? Il a comme des projets. Ce ne sont pas vraiment des projets, c'est des méthodes d'enseignance pour compléter plus le quechua dans ces endroits, dans ces lieux. Et pour essayer aussi d'uniformiser un peu le quechua dans le pays, Mhm. pour éviter qu'il évolue trop dans tous les secteurs et qu'il change trop, qu'il ait trop de différences. Donc, ils enseignent certains cours en quechua, ce qui permet d'enseigner un vocabulaire précis en quechua. Donc, ça aide beaucoup. Euh, c'est c'est assez curieux. Il y a l'obligation ici d'enseigner dans les écoles, disons à Cusco. Moi, j'habite à Cusco ici. Euh, il y a l'obligation d'enseigner le quechua dans les écoles. Donc, moi, j'ai fait plusieurs années de quechua. J'avoue que je ne le parle pas. Je comprends certaines choses, mais je ne le parle pas. Et même à l'université, j'ai fait du quechua. Et c'est la même chose comme ça en fonction du secteur. Par exemple, plus dans le sud, ils font de l'aïmara. Dans la forêt amazonienne, ils vont enseigner le shima, et c'est dans le shipibo et d'autres langues. Il y a une soixantaine de langues en plus qu'ils enseignent Mhm. pour essayer de préserver les langues et de les compléter, que les gens n'oublient pas certains mots, ils sachent bien utiliser leur langue. Ce sont des programmes qui sont très intéressants, très très intéressants. Oui. Mais oui, Est-ce que ça a une chaîne de télévision dans le quechua ou non? des programmes télévisés en Une, quechua, une chaîne.
Une télévision. chaîne, des chaînes sur la télévision. Oh, il y en a quelques-uns. La qualité n'est pas très bonne, la vérité. Et les nouvelles qu'ils passent, souvent, ne sont pas très bonnes. Et quand elles sont bonnes, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est par exemple, imagine, il y a un sujet ici qui est très courant. C'est le gaz de Camisea. Le gaz de Camisea, c'est un secteur où ils extraient du gaz du sous-sol pour le mettre en ballon de gaz et tout ça. Ils le vendent au Mexique, au Brésil, il y a d'autres endroits. Non. Et il y a souvent des problèmes avec les communautés natives qui se trouvent là. Mhm. Donc, souvent, il y a des morts, il y a des conflits, voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas joli. Mais quand ça passe dans les programmes télévisés, un programme en espagnol va te dire, il va être un peu plus précis. Disons, il va te dire telle quantité de morts, il s'est passé ci, il s'est passé ça, ça a commencé comme ça à telle heure de la journée, ça a fini à telle heure, les militaires sont intervenus. Donc, c'est un peu plus précis. Non. En quechua, le quechua est une langue qui est très sentimentale, qui se base beaucoup sur les sentiments et qui décrit des sentiments que tu n'as pas dans d'autres langues. Mhm. Donc, ça fait partie aussi de la mentalité, de la façon de penser. Et quand une personne qui vient d'un milieu quechua commence à décrire ses faits, il utilise beaucoup de sentiments. Donc, il dit, par exemple, c'était terrible, c'est inadmissible, ça ne se fait pas, ça ne doit pas se répéter, nous devons lutter contre ça, nous devons faire ci, nous devons faire ça, il devrait avoir honte. Donc, tu n'as pas vraiment les mêmes faits. D'accord. Ils ne te disent pas la quantité de personnes, ils ne te disent pas ça. Ils travaillent beaucoup avec les sentiments. Mhm. Et ils répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent, mais en travaillant avec les sentiments. Donc, ce n'est pas, si tu n'as pas cette façon de penser, ce n'est pas aussi attrayant. C'est très particulier. Mais tu vas trouver beaucoup de programmes de radio en quechua. Beaucoup, Ah, beaucoup, oui. beaucoup. Ils diffusent beaucoup en quechua. Mhm. C'est... Combien de interlocuteurs de Quechua? Il y a, euh, je vais voir, à peu près je suppose, c'est les programmes de radio normalement changent tous les... Alors, tu fais 50 kilomètres et ça change. Donc, calcule à peu près 50 kilomètres sur une grande partie de la cordillère des Andes. Je suppose il doit y en avoir combien 400, 500 locuteurs différents en quechua, peut-être un peu plus. Mais je parle pas de radio, je parle en général. Combien Ah, de... des personnes qui parlent le quechua. Oui, exactement. Oula. Donc, dans la région de Cusco, on a environ des personnes qui parlent quechua, ça fait peut-être 1 700 000 personnes à peu près. Mhm. Dans la région de Puno, il y en a un peu plus, ça fait 2 millions. Au total, je suppose qu'il y en a, je suppose, 9 millions, entre 8 à 9 millions au Pérou. Parce Mhm. qu'après, tu en as d'autres en Bolivie, en Équateur, qui parlent aussi quechua. Hum, Mais il y a certains secteurs où ils parlent plusieurs langues. À un moment, j'étais dans le village de Shima, qui est dans la frontière du Vraim. En fait, le Vraim, c'est le secteur où se concentre tout le terrorisme, narcotrafic, trafic de personnes, trafic d'armes du Pérou se concentre surtout dans le Vraim. Narcotrafic, bon voilà, il est là. Mhm. Et il y avait un village qui était dans la frontière. Nous étions allés avec plusieurs amis de l'université, bon, de différentes universités. Il y avait des ingénieurs, des avocats, des économes, des comptables, des administrateurs, un peu de tout, quoi. Et nous sommes allés là-bas pour expliquer les carrières universitaires aux jeunes de la forêt, comment survivre dans la ville, qu'est-ce qu'ils devaient faire, qu'est-ce qu'ils ne devaient pas faire, comment choisir bien la carrière universitaire, et surtout qu'ils devaient revenir après dans le village pour améliorer les conditions de vie du village et créer des projets d'entreprise et tout ça dans leur village. Et dans ce village, en fait, c'était un collège de transigence. Il y avait un collège de De transigence. trop...
Transigence. Qu'est-ce que c'est? C'est un modèle créé en France pour les gitans, parce que les gitans ne sont jamais dans un même secteur, ils changent constamment d'école, non? Et à Mhm, l'époque, ils avaient créé un modèle d'école dans lequel les gitans restaient environ 15 jours, 2 semaines dans l'école, les 24 heures, pour absorber le plus possible de connaissances. Et après, ils étaient les 2 semaines qui restaient du mois, ils étaient libres pour continuer à travailler avec leur famille, voyager et faire d'autres choses. mhm. Donc ça, c'était le modèle du collège de transigence. Ici, on en a plusieurs, mais c'est à cause des conditions géographiques du pays. Donc les élèves voyagent pour arriver jusqu'à l'école, ils restent 2 semaines et après ils repartent à leur village. Donc nous étions dans ce collège-là, il y avait des élèves de plusieurs villages de la forêt et ils parlaient l'aïmara, le quechua, le shipibo et l'espagnol. Mhm. Et les jeunes, c'était incroyable. Et en plus, ils apprenaient l'anglais. Donc, tu vois, j'ai rarement connu des jeunes aussi intelligents. Ah, Ils étaient mais tout le formidables. monde parle toute la langue. Oui, Wow. et ils changeaient de langue à une vitesse phénoménale. Entre eux, ils parlaient une langue après une autre, après une autre, après une autre, après une autre, après une autre. Ils changeaient de langue constamment pendant Mhm. toute la journée. Avec les professeurs, avec tout le monde, ils changeaient de langue. Et des jeunes qui avaient une capacité d'analyse, une mémoire, une capacité de raisonner que je n'ai jamais vue dans des jeunes de leur âge. Mhm. Jamais. Et ils étaient, toi, tu pouvais leur expliquer. Bon, moi, je suis avocat et je leur avais expliqué à peu près, grosso modo, donc comme un cours d'introduction, comment fonctionnait le droit, les différentes branches qu'il avait, le style de procès administratif qu'il y avait, ce que tu devais faire, ce que tu ne devais pas faire. Voilà. Donc, j'avais fait une espèce de petit cours d'introduction, non? Et les jeunes m'ont énormément surpris parce que les questions qu'ils m'ont posées après ça, c'était des questions de deuxième, troisième semestre d'université, d'élèves universitaires. J'ai dit, mais c'est pas possible. Des jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans, puis c'est pas possible. Et avec les ingénieurs, c'était la même chose. Juste après, ils avaient un cours d'ingénieur. Donc, ils expliquaient absolument tout, mathématiques, comment ça fonctionne, structure, type de structure et blablabla. Et après, des questions extrêmement précises sur la construction. Tu dis, mais comment est-ce qu'ils font? Et après, sur la comptabilité, sur l'administration, sur relations internationales, importation, exportation. Tu dis, oh la vache, une intelligence phénoménale, phénoménale. Et des Ah, jeunes de la forêt amazonienne. ouais, C'est c'est intéressant. Ouais, c'est bon. c'est super. Il y avait aussi un philosophe, un gars qui avait c'était une maîtrise de philosophie de la Santa Croce de Rome, qui est considérée une des écoles de philosophie les plus fortes du monde. Donc, il a fait un cours de philosophie aux jeunes. Les jeunes, ils avaient une capacité aussi d'analyse en philosophie qui faisait peur. Ils étaient vraiment extraordinaires. Extraordinaires. Oui. C'est souvent, on parle des personnes dans la forêt. Quand tu imagines une personne dans la forêt, tu imagines quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'éducation, qui est dans son monde, qui ne Très connaît pas trop simple. sur l'extérieur. Mais eux, ils nous ont laissés avec la bouche ouverte, vraiment avec la bouche ouverte. Des personnes incroyables. Ils avaient une petite bibliothèque avec 500, 600 livres, mais tous les jeunes avaient déjà lu les livres 2 fois. Ils étaient incroyables, vraiment incroyables. Ah. Oui, mais c'est Voilà. bon de lire. C'est une habitude. Oui, Euh, je fais pas pendant 10 années. Euh, mais le, le dernière semaine, non, le dernier oui, mois, je commençais à nouveau de lire, de livres. oui. C'est une de mieux choses que tu peux. Meilleur. Oui, yeah, oui. C'est le mot très simple, mais je me souviens pas.
En effet, lire, c'est une des meilleures choses que tu peux faire, mais oui et non en même temps. Hein? Oui et non. Pourquoi non? Euh, il y a, bon, lire, ce n'est pas seulement, il y a beaucoup de personnes qui disent, lire, c'est connaître d'autres pays sans voyager, c'est connaître d'autres façons de penser sans parler avec d'autres personnes, c'est rêver en étant réveillé. Il y a beaucoup de descriptions de la lecture. Hein. Mais un livre, euh, en règle générale, suit une idée. D'accord? Hein. Et quand tu lis, ce que tu fais, c'est mettre peu à peu cette idée dans le subconscient. Donc, lire est une façon aussi de construire ta façon de penser. Donc, si tu lis beaucoup simplement parce que tu as envie de lire, tu ne sais pas comment tu es en train de construire ta façon de penser. Ok. Et Tu veux dire que comment dire, que c'est facile de limiter ton input, ton, comment dire, que c'est seulement un genre, que une façon d'idée que tu lis. non, ça ne veut pas dire que tu vas seulement lire des livres qui partagent la même idée. Ça ne veut pas dire ça. Mhm. Mais c'est comme, comment je t'explique? Imagine, d'accord? Je vais te mettre un exemple un peu extrême. Tu dis, j'ai envie de lire le livre des morts des Égyptiens, d'accord? Donc tu commences à le lire, et là, il y a deux choses qui peuvent se passer. Une, ça te réveille la curiosité, donc tu vas chercher des livres plus ésotériques, de plus en plus ésotériques, de plus en plus occultistes, de plus en plus... Je ne dis pas que ce soit nécessairement mauvais, mais ça va te diriger dans un secteur. Mhm. La deuxième chose, ça pourrait être simplement, tu finis de le lire et tu dis, oula, je dois faire un peu attention avec ce genre de lecture. Donc, tu vas chercher des livres qui ne vont pas dans ce sens-là. C'est, par exemple, tu ne vas pas commencer à lire les livres de la jeunesse hitlérienne des nazis. Ça c'est extrêmement dangereux. Euh, ou, et quand tu lis certains livres, vaut mieux avoir certaines bases. Par exemple, quand tu lis les livres de Charles Marx, ce sont des livres qui sont très intéressants, qui ont beaucoup de profondeur, beaucoup de philosophie et une logique impeccable. Mhm. Donc, tu peux devenir communiste extrémiste sans te rendre compte. Et peut-être que ce n'est peut-être pas la meilleure chose. Donc, c'est pour ça que tu dois faire un peu attention à ce que tu lis. Et si tu lis certaines choses, vaut mieux avoir certaines bases. Mhm. Et il y a quelque chose à laquelle très peu de personnes pensent. Imagine que tu lis un livre par mois, d'accord? Oui. Donc, grosso modo, un livre par mois. Donc, ça veut dire que tu vas lire 12 livres dans un an. Ça veut dire, à peu près, depuis que tu commences à lire, tu vas peut-être lire 800 livres dans ta vie, dans le meilleur des cas. Donc, il y a une quantité limitée de livres que tu peux lire. Mhm. Donc, il vaut mieux bien choisir ce que tu lis. C'est pour Oui. ça, c'est bien de lire, et non. En fait, oui, mais il faut savoir ce que tu lis et dans quelle direction tu vas. Oui. Ah, c'est vrai. C'est assez particulier. Euh, et ça dépend aussi du milieu dans lequel tu te trouves. Par exemple, je ne sais pas. Imagine, moi je suis catholique, d'accord? Mhm. J'ai lu plusieurs livres catholiques, j'ai lu des livres taoïstes, bouddhistes, euh, aussi certaines doctrines de l'islam, par curiosité, donc j'ai lu beaucoup de choses. Mais imagine que toi, tu es bouddhiste, toute ta famille est bouddhiste, et tu commences à lire constamment des choses qui vont contre le bouddhisme. Donc, possiblement, tu vas adapter une mentalité anti-bouddhiste et tu peux créer une division dans ta maison. Donc,
faut faire aussi attention en fonction de la société dans laquelle tu te trouves. Mhm. C'est... Mais imagine que peut-être ce bouddhisme, c'est pas un bon exemple, mais peut-être imagine que cette philosophie de ton famille, c'est Oui, en fait euh, une mauvaise chose. oui, Je sais pas, c'est une secte ou une chose. oui. Et tu lié de choses contre la secte. C'est pas Euh, nécessairement une mauvaise chose, n'est-ce pas? Là, c'est un peu différent. S'il y a quelque chose qui est notablement mauvais, ton devoir comme être humain et comme, avec ta conscience et tout ça, c'est t'informer pour réussir à lutter contre cette chose qui est notablement mauvaise. Mais quand tu vois que ce n'est pas notablement mauvais, c'est un peu Ouais, différent. oui, c'est une autre chose. Ouais. Oui, c'est par exemple, comment je t'explique? Il y a certaines choses, en fait, ça dépend beaucoup du point de vue des personnes, non? Ça dépend beaucoup du point de vue de la société dans laquelle tu te trouves. Euh, Souvent, avec les idéologies orientales, il n'y a pas tellement de problèmes parce que ce sont des idéologies qui cherchent la paix en soi. Elles cherchent la paix, elles cherchent à éviter de discuter, elles cherchent à éviter les problèmes. Donc, ce sont des idéologies qui cherchent à garder une distance émotionnelle avec certaines choses. Ils disent, fais ce que tu veux, tant qu'à moi, ça ne m'affecte pas émotionnellement ou tant que tu ne m'attaques pas. Donc, ça garde un peu cette distance. Donc, avec eux, il n'y a pas trop de problème. Mais tu as bon, des cas polémiques euh, qui sont en discussion, comme, je ne sais pas, tu as les sujets, on va les appeler pro-vie, et les sujets de avortement, euthanasie, entre autres choses, non? Euh, donc, ça dépend beaucoup de la société dans laquelle tu te trouves. Là, je ne peux pas dire si c'est correct ou incorrect, parce qu'il y a des points de vue très bons de chaque côté. Mhm. Donc, ce que j'attends, c'est qu'il y ait un point de vue excellent qui réussisse à séparer complètement et à savoir quel est le mauvais, quel est le bon. Mais dans ces cas-là, il vaut mieux s'informer, oui. C'est bien de s'informer pour ne pas juger un côté ou l'autre. Donc, tu t'informes des deux côtés. Là, tu ne juges pas. Dans ces cas-là, c'est aussi bien de s'informer. Mais des deux côtés. Oui, Ça, c'est important. C'est... oui. Oui. Ouais, parfois, c'est un peu difficile de lire une chose opposante. Parce que si tu n'es pas d'accord avec les auteurs, c'est un peu frustrant. Oui, ça, c'est vrai. Et C'est... évidemment, il n'y a aucune façon de répondre d'un livre. C'est aucune valeur de, je sais pas, euh, comment dire, prendre le livre justement. le balancer, Ouais. le lancer, le jeter. Oui, C'est d'ailleurs c'est très curieux. Bon, en premier, tu dois avoir la maturité de lire d'une façon académique. Ça, c'est important. Ne pas dire je vais le lire. Imagine, je ne sais pas, tu es, allez, un autre exemple, tu es orthodoxe Mhm. et tu dis je vais lire ce livre-là depuis mon point de vue comme orthodoxe. Donc, ce qu'il peut se passer, c'est que tu vas l'interpréter comme un orthodoxe. Donc, tu vas dire non, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Tu dois le voir depuis un point de vue académique. Ça veut dire, tu te mets neutre et tu lis les arguments avec comme un scientifique, quoi. Tu dis, OK, ici, ils ont un point. Je l'ai écrit, celui-là. Ah, la réponse, elle est là, contre ce point-là. Très intéressant. La suivante ici. Tiens, celui-là, il va contre celui-là. Très curieux. Et tu commences à chercher. Tu dis, et contre ce point-là, là, où est-ce que je peux trouver une réponse ici.
Ah, regarde, cette troisième idéologie a cette réponse. Très curieux. Et comme ça c'est un point de vue académique. Oui, c'est la vraie façon, évidemment, mais c'est très difficile. Oui, c'est extrêmement difficile parce que tu Euh, dois aller souvent contre ton élevage, contre la façon dans laquelle on t'a élevé, contre ton éducation. Oui, oui, C'est, parce que nous avons je sais pas comment dire, mais nous avons aussi toujours une avis et c'est ne vaut pas de changer cet avis. mais quand tu as un avis, dans ce cas-là, normalement, si tu veux éviter avoir des avis, tu ne dois pas donner un avis avant de finir, de conclure. Non. Mais si tu as un avis qui est à toi, ce que tu peux faire, c'est te mettre comme un troisième dans l'observation. Tu dis, par exemple, je ne sais pas, pourquoi est-ce qu'il y a des conflits en Palestine entre le judaïsme et l'islam? Pourquoi il y a des conflits? Donc, tu commences à étudier l'histoire, tu commences à étudier les différences religieuses, les différences des langues, des expressions politiques, tout ce que tu veux. Mais à part, tu mets la tienne. Tu dis, je ne sais pas, imagine que ton avis, c'est la guerre, ce n'est pas bien, et ce n'est jamais bien, et ça n'a pas de sens qu'il y ait une guerre. Voilà, ça c'est ton avis. Hum, Tu le mets là. Et peu à peu, tu dis, OK, mais attends, eux, ils croient que la guerre est vraiment juste parce que c'est leur territoire. Et eux aussi, ils le croient. Donc, quelle serait une façon parallèle, non pas parallèle, sinon une autre façon d'arranger ce problème? Tu dis, la guerre, ça peut être une façon, mais qui n'est pas correcte. Donc, quelle serait l'autre façon? En effet, il y a un problème, mais quelle serait la façon la plus correcte? Donc, là tu as mis ton avis et tu commences à le changer aussi peu à peu. Tu le mets comme un point. Je ne sais pas si je m'explique. ouais, je pas exactement ce qu'est-ce que tu veux. OK. Donc, le judaïsme dit ça. L'islam dit ça. Et ton nom, c'est Elijah. 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 Voilà. Et Elijah dit ça. Donc, tu te mets comme un troisième. Donc, et tu mets absolument tous tes points. Mhm. Par exemple, maintenant, avec le conflit qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, là, tu as plusieurs points. Tu as la OTAN dit ça, l'Ukraine dit ça, la Russie dit ça, les États-Unis ont dit ça. Et Elijah dit ça. Si tu n'arrives pas à sortir complètement ton point de vue, mets-le et étudie-le aussi. Mhm. Ça peut être une autre façon aussi, non? Ouais. Mais oui, oui, oui. Je... Quoi? Non? Non, j'avoue que j'ai la tête un peu en blanc maintenant. Mais faire ce genre d'études, si un jour tu as envie d'étudier sérieusement de cette façon-là, avec les différents points, Hum, je te conseille personnellement d'étudier un peu de philosophie. Parce que la philosophie, ce n'est pas nécessairement que tu vas avoir une réponse de la vie idéale, c'est celle-là. Je dois vivre comme ça. Le concept de je sais pas quoi, c'est ça. Et d'éternité, c'est ça. Non, ça ne va pas te servir vraiment à ça. Ça va surtout te servir pour savoir que il y a plusieurs points de vue qui ont de la valeur. Pas mhm. seulement un, sinon qu'il y en a beaucoup et qui sont très, très, très intéressants. Donc, ça te permet de comprendre qu'il y en a plusieurs des points de vue. Oui. Ah, c'est comment dire, une découvrance. Une Ah, découverte. Hum, Une découverte. une découverte. Évidemment. C'est une découverte que je fais euh, cette année ou après année. Non, c'est La dernière année, l'année dernière année. dernière, Et c'est que beaucoup les choses, c'est pas plus simple que je pense dans le commence. C'est, attends, comment? non, euh, beaucoup de chances, beaucoup de trucs, c'est pas
C'est simple que je pensais. Donc, beaucoup de choses ne sont pas aussi simples comme je le pensais. Oui, Oui. euh, souvent il y a des choses, c'est simple, oh, c'est simple, ça c'est la réponse, ça c'est la réponse. Mais il y a aussi de ah, c'est pas le mot, si, non, De hum, position, deux avis. deux avis, oui. C'est... Moi, je me suis surtout rendu compte de ça. Bon, je fais quelques petites études en philosophie et des choses comme ça, mais ce n'est pas très approfondi. Mais je me suis surtout rendu compte il y a environ 3 ans, non, 2 ans, non, presque 3 ans maintenant, presque 3 ans. J'étais en train de parler avec un musulman euh, et il y avait plusieurs choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Il y avait d'autres choses avec lesquelles j'étais d'accord. Mhm. Mais à un moment, je me suis dit, attends, combien de personnes croient dans l'islam? Il y a beaucoup de millions qui croient dans l'islam. Oui, 2 Je- millions donc, peut-être, une, je- une non, il y million, en a plus. comment dire, Non, les mus- 1 million et une demi-million. Non. Euh, ça, comment dire ça? Ah, non. Donc, 1,5 million, je, je viens de chercher sur... Voilà. Donc, il y a à peu près 1,876 millions. Bien sûr, un milliard, pas un million. C'est beaucoup plus. c'est c'est 100, non, c'est 1000 fois plus que ce que tu croyais. Non, mais Donc, ouais, évidemment, qu'est-ce que je veux dire? Un milliard. oui, 1 milliard, oui, là, c'est 1,876 millions Oui. qui professent l'islam. Donc, je me suis dit, c'est impossible, mais vraiment physiquement impossible qu'il y ait 1,876 millions de personnes qui, quand tu écoutes des personnes qui parlent de l'islam, ils critiquent beaucoup. Ils disent, ils ne pensent pas, ils sont terroristes, ils sont assassins, ils sont. Je dis, mais attends 2 secondes, c'est impossible, physiquement impossible qu'il y ait 1,876 millions de personnes qui soient comme ça. C'est impossible. Donc, j'ai commencé à lire le Coran. J'ai dit, waouh, il y a un degré de vérité phénoménal. Et j'ai fait la même chose avec les taoïstes. J'ai dit, c'est impossible qu'il y ait tellement de personnes qui. Voilà, j'ai commencé à lire. J'ai dit, waouh, c'est incroyable. J'ai fait la même chose avec le Torah. J'ai fait la même chose avec. Les bouddhistes, ils ont plusieurs écrits différents. Donc, j'ai fait avec plusieurs écrits. Je suis resté impressionné. Et comme ça, peu à peu, non, j'ai commencé à lire différentes philosophies, façons de penser, et il y a un degré de vérité très fort dans chaque religion. C'est Mhm. incroyable, incroyable. Je suis Et là, j'ai découvert que tellement oui, d'accord avec toi. c'est phénoménal. Maintenant, je me sens incapable de critiquer. Bon, s'il y a une injustice notable, oui, je critique. Mhm. Maltraiter quelqu'un, frapper quelqu'un, tuer quelqu'un, là, je critique. Je critique ce fait, celui-là. C'est pas bien Mhm. que tu fasses ça. Mais je ne peux pas critiquer toute la religion. Je ne peux pas. C'est... Voilà. Moi, je pense que ce majeure religion, euh, il fait de assumptions assez anti-scientifiques. Anti-scientifique. Anti-scientifiques. Anti-scientifiques. Non. La plupart des religions sont, tu, tu pourrais dire, contre la science. Ok. Oui, anti-scientifique, ouais, tu peux aussi le dire. Oui. Ça dépend. Parce que tu as le plus ancien centre qui existe jusqu'à présent de recherche scientifique, c'est l'Observatore Romano de Rome, du Vatican. Tu as les plus anciennes études sur les maths
tu vas les trouver justement dans l'islam. Tu as bon, les plus grands chercheurs des plus grands chercheurs dans l'histoire. Tu as Blaise Pascal, tu as Pasteur, tu as Albert Einstein, à la fin, ils finissent par dire que la seule véritable réponse, c'est un être supérieur qui se trouve dans le cosmos. Donc, ce n'est pas vraiment anti-religieux. C'est la religion et la science, très souvent, travaillent ensemble. Mais voilà, par exemple, tu as le spiritisme. Le spiritisme créé par Alain Kardec, si je ne me trompe pas, il a 6 œuvres principales. Il a utilisé la méthode scientifique pour réussir à établir les bases du spiritisme. Mhm. C'est très curieux, ça travaille ensemble aussi. Donc, oui. OK. Je pense qu'Albert Einstein, il ne croyait pas d'un Dieu. Il Il était, utilise le mot Dieu, mais ça veut dire une autre chose. c'est pour ça que j'ai parlé d'un être supérieur. Pas nécessairement du Dieu ou l'image de Dieu que plusieurs personnes ont. Mais Albert Einstein, en fait, il était juif de naissance, mais il ne professait pas le judaïsme. D'ailleurs, plusieurs fois, il est allé contre les croyances de sa religion de naissance. Donc, en effet, il n'était pas juif pratiquant. Mais à un moment, il avait dit, bon, une phrase d'Albert Einstein, c'était aussi, entre plus de connaissances tu as, plus de doutes tu as. Et tu te trouves face à un mur que uniquement, il avait utilisé le mot Dieu, mais moi je vais utiliser le mot être supérieur. Il y a des questions que seulement un être supérieur peut répondre, qu'on ne peut Mhm. pas. Peu à peu, avec la science, on va découvrir plus de choses, mais entre plus tu découvres, plus il y a de questions. Ça, c'est un problème aussi. Ça, c'est vrai. Si tu réponds, si tu trouves une réponse sur une question, il y a toujours une grosse question. C'est de nouveau. Oui, c'est pour ça j'ai plusieurs élèves qui sont scientifiques et d'un bon niveau, d'un très bon niveau. Et quand je leur pose la question, quelle est la question suprême dans ta carrière professionnelle? Dans le droit, moi, comme avocat, je te dis, il y a plusieurs questions qui sont très difficiles à répondre, extrêmement difficiles. Mhm. Mais le droit, tu le réponds plus avec des arguments, avec une logique, avec l'appui de la science. Donc, c'est un peu plus facile. Dans la science, c'est un peu plus compliqué. Euh, donc, j'adore leur poser ces questions. Mhm. Et il y en avait un, il disait, euh, le plus grand doute qu'on a dans mon secteur, c'est pourquoi, en résumé, non, il m'a donné une explication rapide de pourquoi les cellules vieillissent. Mais c'est comment je t'explique. Ils ne savent pas exactement un pourquoi. Ils ont quelques explications, mais ils ne savent pas vraiment le pourquoi. Les cellules du corps vieillissent. Et ils essayaient de trouver une solution à ça. Donc, c'était très particulier comme réponse. Mhm. C'est aux mathématiciens aussi, je leur avais posé des questions, mais j'avoue que je n'ai pas très bien compris la réponse qu'ils m'ont donnée. Je ne suis pas très mathématicien. Non, je prends un talent pour math- pour le maths, non, pour le mathematics, pour Mat- le mathématiques. mathématique. Je n'arrive pas à prononcer. Pour les mathématiques, j'avais posé cette question à deux personnes et ils m'ont donné des réponses, mais je ne me souviens plus vraiment. C'était des choses assez compliquées. Il y avait aussi des questions par rapport à l'infini. Bon, plusieurs choses, mais très précises de l'infini. Mhm.
Donc, je ne me souviens plus exactement, mais c'était très intéressant à écouter. Dans tous les secteurs, sans exception, il y a de grandes questions que personne ne peut répondre. Et Oui, quand tu trouves, il y a des questions encore plus grandes. oui. Moi, j'aime bien les questions de moralité. Oui. Comment habiter euh, dans la vie. Mais ça aussi, ça peut être un peu hum, frustrant Mhm. parce que parfois, la réponse, c'est tu dois changer ta vie, tu dois changer quelque chose. Euh, Et c'est- les questions sur la morale dans le droit, elles sont très courantes. Il y avait une fois, on avait vu un cas très précis. C'était un monsieur c'était un cas du tribunal constitutionnel. Et le monsieur en question, il avait, c'était combien de femmes? Il avait une douzaine de femmes dans la forêt amazonienne, mais euh, fait quoi? il avait une douzaine de femmes, à peu près 12 femmes dans la forêt amazonienne, et la moitié étaient mineures. Elles étaient très jeunes. Elles Mhm. avaient entre 12 ans et 16 ans. Wow. Donc, on s'est posé la question, on a dit c'est un cas de violation. C'est quoi? C'est de la pédophilie? C'est de la violation? C'est du viol? C'est quoi comme truc? Et à la fin, le tribunal constitutionnel a dit c'est la tradition. Nous ne pouvons rien faire. Mhm. Donc, la morale change beaucoup en fonction de l'endroit dans lequel tu te trouves. Oui, mais il y a une différence entre le moral et le loi. Parfois, c'est pas la même chose. Normalement, la loi, en théorie, la loi, euh, une des sources de la loi, parce que la loi a plusieurs sources. Pour que la loi apparaisse, tu as besoin de la doctrine, tu as besoin d'antérieures résolutions finales créées par des juges, tu as besoin de la tradition, des coutumes, tu as besoin de ce qu'on appelle la morale et les bonnes coutumes. Donc, une des sources de la loi, c'est la morale. Mais le problème, c'est que la morale change en fonction du pays. Oui, oui. Bon, dans la théorie, évidemment, c'est lié, mais dans le praxis, dans le praxis? Dans la pratique, Ah, dans la pratique, oui. C'est souvent, c'est pas le cas. Ou peut-être il y a des exceptions parce que c'est une situation c'est très particulière. Euh, il y a... ok. Euh, là, je vais utiliser un argument des religions monothéistes, d'accord, mhm, qui disent le seul qui peut vraiment faire de la justice, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a toutes les connaissances sur les faits, sur la façon de penser, pourquoi il l'a fait, comment il l'a fait, quand est-ce qu'il l'a fait, dans quelles circonstances il se trouvait, à qui il l'a fait, comment était la personne à qui il l'a fait. Donc, il connaît absolument tout, non? Souvent, quand tu vois le résultat d'un procès judiciaire, tu dis, ce n'était pas juste. Mais tu peux dire, ce n'était pas juste parce que tu connais une partie des faits ou parce que tu ne connais pas une partie des faits. mhm. Donc, tu ne connais pas vraiment tout. Et le juge ne connaît pas tout non plus. C'est impossible qu'il connaisse tout. Donc, il travaille en fonction de ce qu'il a. Donc, c'est impossible que la justice soit vraiment juste parce qu'elle dépend des connaissances que tu as. Oui, je pense que je accorde avec ça. Oui. Oui. Et c'est pour ça que parfois, c'est immoral. Toutefois, C'est Parfois c'est immoral, ça va contre la morale, oui, ou oui, contre ta morale. oui. Mais c'est possible qu'une décision c'est à la même temps rationnelle, Oui, mais aussi tort. C'est pas le. elle soit en tort, elle se Oui. trompe. Si, Euh, si tu n'as pas toutes les connaissances, c'est possible de
de faire une conclusion si logique, mais à tort. Oui, mais en tort, ça dépend de qui. Par exemple, les procès de Nuremberg en Allemagne, Nuremberg, c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, Donc, ils ont jugé les, tous les chefs de l'armée, les politiciens, et voilà, tous les nazis qu'il y avait dans le secteur. Donc, ils les ont jugés. Mais ils n'ont pas vraiment. Il y a beaucoup de cas, ils les ont dit non, à toi, on ne peut pas te juger. Tu dis pourquoi? Il a tué 5000 personnes, il a tué 2 millions de personnes. Pourquoi tu ne peux pas le juger? Parce qu'il suivait des ordres. Et si lui, il ne le faisait pas, on allait tuer sa famille. Donc, c'est tout. Imagine qu'on a tué ton fils, que lui, il a tué ton fils. Et il oui, a tué toute ta famille, il a tué tout le monde. Pour toi, ce serait injuste. Tu dirais, ben non, il aurait dû s'opposer, c'était mon fils, pourquoi est-ce qu'il a accepté? Pourquoi est-ce qu'il a... Donc là, la décision est logique, mais pour toi, elle est injuste. Mais quand tu le vois d'un point de vue académique, tu dis, c'est logique, ça a du sens. oui, Il protégeait sa famille. oui. Hmm, oui, mais hmm, euh, c'est hmm. Le problème de ça, c'est systématique. C'est de hiérarchie hmm, qui crée une situation comme ça que si tu es normal soldat et tu recevoir, non, tu Tu recevoir reçois. reçois l'ordre de tuer quelqu'un, c'est c'est un système immoral, je pense. Oui, oui, oui. Mais je suis Mais anarchiste. le problème, très souvent, tu ne sais pas si le système est immoral ou s'il est moral. Parce qu'en fait, il y a toujours un système qui est plus parfait ou qui va être dans le futur plus parfait qu'un autre. Non? Imagine maintenant, on dit le système le plus correct, c'est le capitalisme. Peut-être, non? Parce que tu as eu, il y a peut-être moins de pauvreté, ou il y a peut-être plus d'aide de l'État, où l'État est plus stable, il y a plus de convois, voilà, les personnes peuvent Hmm. se maintenir. Voilà, donc tu peux dire le système capitaliste est le meilleur, d'accord? Mais d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, imagine que le changement climatique détruit complètement la planète. Et tu dis, mince, on aurait dû laisser que, je ne sais pas moi, que Staline envahisse le monde. On serait dans un système communiste qui n'aurait pas détruit la planète. Donc, Ah, tu ne ok. sais pas vraiment, tu ne sais jamais si un système est correct ou pas. Oui, Tu ne sais jamais. oui, parce que c'est une chose long terme, parfois, À long terme, à long oui. terme. Ok. Dans le cas des nazis, oui, je peux dire en fait, ce n'était pas très correct parce qu'ils ont commencé à tuer dès le début, ils ont commencé à tuer tout le monde, ils ont commencé la guerre, c'était très, très, très violent. Donc, quand ça commence comme ça ne peut pas bien finir. Absolument pas. Oui, C'est le communisme souvent a commencé de la même façon. Le capitalisme, parfois, il a commencé de la même façon aussi. Tu as eu quand les Américains pas les Américains actuels, mais les Anglais, tout ça, se sont installés aux États-Unis. Ils ont tué tout le monde, c'était horrible. Mais maintenant, c'est relativement stable. Donc, le système est à peu près correct. C'est pour ça, je ne sais pas trop comment le décrire. Tu ne sais jamais, en fait. Et sur l'instant, imagine, je ne sais pas, je n'aime vraiment pas les idéologies racistes. Je déteste ces genres de choses, je les déteste vraiment. Mais tu te mets dans les chaussures d'un nazi, d'un jeune qui a été élevé comme ça, et on lui demande un sacrifice pour sa patrie, pour la faire grandir, pour sa famille, pour tout ça. Et il dit, je vais le faire, pour amour à mon pays. Pour lui, c'est le système idéal. oui, Donc, tu ne sais jamais quand un système est vraiment idéal ou pas.
Oui, c'est important de voir une chose d'un point de vue de quelqu'un d'autre. Oui, oui, oui. Il y avait une phrase du... C'était quel pape qui avait dit ça? Il y avait un pape. Je crois que c'était François. Non, je m'en souviens plus. Mais c'était à peu près ça. Le système idéal, c'est où la charité est présente. Mhm. Ça veut dire, ça peut être le communisme, mais on pense aux autres. Le socialisme, mais on pense aux autres. On les aide. Le capitalisme, mais on pense aux autres. Mhm. Le système où tu penses à toi, 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 ne va jamais fonctionner. Oui, Et quand tu penses aux autres, tu ne vas pas tuer les autres. Tu ne vas pas les traiter mal. Tu les traites bien. Tu oui, les aimes. oui, oui, c'est vrai. C'est- Oui, peut-être cette politique, c'est un bon sujet pour une future leçon. Une, Ça pourrait être, oui. oui. Je m'excuse, j'ai énormément parlé aujourd'hui. Ce n'était pas mon intention. Ah, c'est bon. C'est bon. Oui, merci pour ton temps. De rien. Euh, oui, je te contacter pour le futur leçon, probablement. D'accord. Oui, il y a d'autres enseignants que, Oui. oui, mais oui, je t'écris Non, dans 2 semaines peut-être. t'inquiète. À la prochaine, sinon envoie-moi le sujet, comme ça tu l'écris, parce que là, on a commencé avec Astérix, on a continué avec les différences de langue, avec lecture, philosophie, politique. Oui, C'était un peu... Allez, Laïja, je te souhaite là-bas, c'est le soir. Il doit être 10 heures, oui, 22 heures à peu près. oui. Donc, allez, bonne soirée. Merci, et Repose-toi toi bien. aussi. Merci. Au revoir, au revoir. À bientôt.